Vendredi 23 Férienne, je suis devant la chambre de commerce transformée en corps retranché par les petits commerçants Paco en colère. Ils manifestent contre l'augmentation de 50% de la TVA sur les produits culturels et musicaux décidés par le gouvernement hier tard dans la soirée. Je m'avance entre les jets de pierre pour tenter de parler à Cousin Tutur. C'est lieutenant Kiki Eustache me laisse passer. Je peux enfin faire mon interview. Bonsoir Cousin Tutur. Pourquoi es-tu aussi énervé ce soir? Pourquoi toi et tous les Paco ont-ils pris contre le grand orchestre? Explique-moi, je ne comprends pas pourquoi. Quel est le motif de toute cette colère? Le public a le droit de savoir. Bonjour les mêmes. Notre motif est très simple. Nous sommes de petits commerçants qui aimons se détendre sur les flots et depuis le début de l'année, nous voyons que la piraterie n'a aucune limite. Nous avons toujours réussi à nous noyer entre les vagues depuis ce début d'année, mais aujourd'hui, il paraît évident que les vagues deviennent trop violentes, que les requins deviennent trop provenants. Après avoir braqué la firme une levée dans les abysses et écoulé une bonne partie de nos valeureux chevaliers de la table ronde, les armures s'afflattent mal. Ce horde de musiciens violents et goguenards se taille d'être les plus populaires des océans et de n'avoir peur de personne. Ils ont violenté nombre de nos envahis et nous ne pouvons plus rester inactifs devant ce désastre. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre les armes et de jouer les grosses nageoires face à ces ténérants mentards qui terrifient les habitants des océans depuis plus d'un mois maintenant. Ils affichent un visage de vainqueur indétrônable depuis le début, mais nous pensons qu'ils sont désormais épuisés par leur croisade, et que nous avons une chance de fissurer leur sourire de façade et de faire tomber du piédestal sur lequel ils se sont trouvés glissés. Même si nous devons y laisser plusieurs écueils, voire certains poissons de notre banque, ce sera avec honneur et détermination que nous combattrons l'oppresseur et détrônerons les tyrans. C'est de cette manière que nous gagnerons notre combat pour un océan libre où il fait bon vivre pour tous les poissons. Moche, petit, gros, moche, beau, ou tous comme nous. A très bientôt, pendant cette guerre qui s'annonce sanglante et malheureuse. Tutur la tortue, sortie des océans pour défendre ses petits, ne s'arrêtera que le combat est gagné. Je reprends. Penses-tu que les stars de l'orchestre s'attendaient à cette grave surprise, Cousin Tutur? Je pense qu'ils n'en seront pas surpris de notre grève, parce qu'ils savent que nous savons que nous sommes destinés. Et ils savent que nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils... donc il a compris. Donc ils doivent être prêts, mais en même temps ils s'imaginent peut-être pas que nous sommes capables de pénétrer derrière. Auquel cas, ce serait vraiment idiot de leur part. Je préfère penser qu'ils seront pris au dépourvu par notre grève, surprise. C'était la murène moqueuse en direct du lagon bleu qui couvrait le début de la grève des petits commerçants en colère. Samedi 24, landeuse 26 Férienne. Cette nuit, des émeutes ont éclaté un peu partout dans l'océan. Les principales artères sont bouchées. 5 heures d'attente au péage des coraux bleus. C'est pas possible, les petits commerçants bloquent les principaux entrepôts de distribution. C'est la galère, la grève continue. Les Paco ont bloqué tout le secteur économique musical du centre océanique. Ondine, la directrice du conservatoire, menace d'envoyer des compagnies de répression sauvages sur les grévistes si le travail ne reprend pas immédiatement. Sa propagande n'a aucun effet sur les Paco en colère, dont le mouvement prend de l'ampleur jour après jour. Mardeuse 27 Férienne. Le combat s'intensifie, on dénombre de nombreux pilleurs sans scrupules qui vident les rayons des boutiques. J'ai croisé McFly qui partait en vacances sur les quais du port et qui lui aussi déplorait ce vandalisme suite aux nombreuses manifestations. Il espère qu'à son retour, tout sera remis dans l'ordre. Pendant ce temps-là, le gouvernement organisait un référendum pour demander aux citoyens s'ils voulaient changer de propriété, sous de nombreuses plaintes pour faire de la place aux nouveaux arrivants. 22h, il semble que des négociations secrètes ont abouti pour régler le conflit, une bonne fois pour toutes. Enfin, une bonne nouvelle. Mercredi, ce 28 Férienne, où Alligator est venu nous rendre une visite surprise. Il est tout spécialement venu des îles Caïmans. Il m'apporte une grande nouvelle. Les dons pour l'orphelinat ont monté d'une façon vertigineuse ces derniers jours. De nombreux généreux donateurs ont envoyé tellement de fonds que tout le matériel nécessaire a été acheté pour la nouvelle infirmerie de l'orphelinat.
Il me reste aussi qu'une généreuse donatrice masquée qui voulait rester anonyme a envoyé une véritable fortune. C'est un don du ciel. Je prépare le grand hall en salle de bal avec tous les habitants du château pour fêter l'inauguration de la nouvelle infirmerie. 21h, le bal commence. Tout le monde est joyeux et savoure l'arrêt du conflit qui a ravagé l'océan. L'alligator enflamme la piste de danse et tout le monde danse dans la bonne humeur en chantant ça fait rire les poissons et chanter les hippocampes. Le bal bat son plein, Flipper est parti dormir. Soudain, Impo commence à changer de couleur et à devenir nerveux. Quelque chose ne va pas. Minuit, la fête continue quand soudain un petit crustacé apparaît au beau milieu de la piste. C'est Barkwave, le chef des démons du staff, je le croyais banni de l'océan. Après quelques mauvais pas de danse, il hurle une incantation démoniaque et la lumière s'éteint brutalement. La musique se tue et je tombe par terre inconsciente. Je me réveille dans un univers sombre et obscur teinté d'une lumière rouge angoissante. Autour de moi, des ruines cyclopéennes en basalte noir à la géométrie malsaine. Je suis habillé en robe de soirée. Je porte une petite clé autour du cou. C'est celle de ma chambre, je présume. Un poisson bardé de tatouages avec une grande barbe m'aide à me relever. Il dit être mon fils. Je ne me souviens plus de rien. Qui suis-je? Où suis-je? Quand sommes-nous? Qu'est-ce que cet univers? Un phoque spectral à l'aile alcoolisée apparaît et me dit que je suis dans les abysses des ténèbres et que je dois retrouver la sortie, sinon je perdrai mon âme. Je commence à explorer cet univers avec l'étrange poisson bardé de tatouages. Nous arrivons enfin à l'entrée d'un château, en ruine entouré d'un gigantesque cimetière rempli de petites tombes. On dirait des sépultures de jeunes enfants. Nous rentrons dans le hall délabré de la grande bâtisse. Son carrelage est composé en damier noir et blanc. Je compte instinctivement qu'il forme un échiquier de 17 cases. Comment puis-je compter aussi vite? Et surtout pourquoi? Soudain la vieille horloge du hall sonne 12 coups. Mon étrange compagnon se transforme alors en gigantesque démon hideux, pourvu d'une longue épée barbelée, d'une étrange arme projetant des rafales de feu. Je vais prendre ton âme. Ricane-t-il en agitant ses armes sur le mur qui se désagrège sous ses coups. Je m'enfuis à toute nageoire et découvre un passage derrière une cheminée thermale. J'en profite pour aller me cacher à l'intérieur, tandis que j'entends les pas du démon sur ma piste. J'arrive dans une pièce avec une lourde porte circulaire en basalte noir. Cela ressemble à l'entrée d'une chambre forte. Il y a un mécanisme au centre pour déclencher l'ouverture avec 12 petites roues surmontées de 20 symboles, ainsi qu'une minuscule serrure. J'entends les pas de mon poursuivant, il arrive. Je fuis par un conduit à ma gauche qui s'enfonce dans les profondeurs. Après une longue descente, j'arrive dans une crypte ancestrale. Plusieurs gisants sont là, dont illuminés par la lumière bleutée d'une pierre accrochée autour du cou d'une statue d'un poulpe avec une étrange coiffure. Je m'approche et saisis le pendentif lumineux, puis inspecte la tombe. Une inscription est gravée en lettres d'or. Ici repose le corps de Donald Trump, dernier monarque des abysses et grand maître de l'ordre de Saint-Michel, mort en combattant les hordes démoniaques lors du jugement dernier. Le texte continue, mais il est incompréhensible. Mes yeux commencent à s'habituer à la pénombre et je peux enfin distinguer les lieux où je me trouve. 12 statues entourent le gisant autour de moi. Elles représentent 12 guerriers vêtus de leur armure et de leur arme. Je mets le pendentif autour du cou, qui commence alors à pulser d'une lumière multicolore et qui résonne quand je touche le gisant. J'entends les pas du démon qui descend les escaliers, qui vient vers moi. Oh, je suis faite si je ne trouve pas une sortie au plus vite. Je pousse de toutes mes forces la lourde dalle qui recouvre le sarcophage, découvrant les restes momifiés de l'ancien roi. Il tient encore dans sa main un sceptre orné d'un trident et de l'autre une petite clé en argent. Je m'empare des deux objets quand au même moment le démon arrive dans la crypte.
Il me regarde de ses yeux de braise et déclare d'une voix d'outre-tombe. Donne-moi la clé, je te laisserai la vie sauve. Je recule et j'échange par un tour de passe-passe la petite clé en argent et celle que je portais autour du cou. C'est quasiment les mêmes, je vais la m'embiner. Tu la veux? Viens donc la chercher. J'agite l'objet de toutes ces convoitises devant son nez. Le démon s'avance alors vers moi. C'est alors que je jette la clé en l'air. Le démon lâche ses armes et se jette sur elle avidement. J'en profite pour passer rapidement sur le côté et remonter à la surface. Derrière moi, j'entends les jubilations du démon. Enfin, elle est à moi. À moi le pouvoir, à moi l'immortalité. Ah 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 ah. Le calme est enfin revenu et nulle trace du démon dans les parages. Un silence de mort règne maintenant, à l'exception du tic-tac de la grande horloge du hall. Je l'inspecte et constate qu'elle tourne à l'envers. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Je monte à l'étage en empruntant l'escalier à double lisse, en se trouvant dans le fond du grand hall, et débouche sur une série de couloirs et de pierres poussiéreuses. Quelques tableaux sont encore accrochés au mur, vestiges des anciens propriétaires sûrement. J'ai l'étrange impression d'être venu ici, comme si les lieux m'étaient familiers. Après quelques heures de recherche, je tombe sur un petit escalier en colimaçon qui mène à une petite porte fermée, finement sculptée et gravée de représentations d'animaux. Un dauphin, un hippocampe et un poisson-chat. J'inspecte le motif de la porte du bout des doigts et appuie instinctivement sur les deux premiers en imprimant chacun une rotation inverse, déclenchant le mécanisme d'ouverture. Incroyable, comment cela est-il possible? Je passe le seuil et referme la porte qui débouche sur une grande salle circulaire avec un plafond en coupole, des vitraux et des fenêtres en vitraux. D'ici, j'ai une vue imprenable sur les alentours. De nombreux draps recouvrent le mobilier. Je les enlève un par un, découvrant un grand lit à baldaquin, un petit secrétaire en bois précieux, un coffre rempli de jouets d'enfants, et enfin un grand miroir poli en argent et entouré d'étranges runes, où je peux contempler mon reflet. C'est alors que mon médaillon en corail bleu commence à pulser de rayons multicolores qui se reflètent dans la glace et laissent apparaître à sa surface des scènes de bataille dans notre monde. J'y vois des armées composées de centaines de milliers de roussettes en armes, des milliers de requins pèlerins et de requins lézards guerroyant les uns contre les autres dans une lutte acharnée et sans merci. La fatigue m'envahit et je tombe de sommeil sur le grand lit. Je me réveille en sursaut, le miroir de ma chambre commence à vibrer, mettant une lueur surnaturelle, tandis qu'un orage maléfique éclate à l'extérieur. J'entends les incantations, puis la surface du miroir devient comme à la surface de l'eau, quand soudain deux personnages sortent du miroir. Le premier est un jeune poisson athlétique, ses manches sont retroussées, il est habillé en prêtre, il porte un pendentif de Poséidon autour du cou. Le second n'est autre que le poisson bardé de tatouages que j'avais rencontré auparavant. Le poisson prêtre se présente. Par le tout-puissant Poséidon, je suis le saumon agile, ton cousin. J'ai appris qu'un démon t'avait envoyé ici, dans les mondes inversés. Je viens pour te ramener chez toi. Le second enchaîne. Et moi je suis Yaya, l'ange de l'Apocalypse. Je suis aussi venu, mais pour une autre raison que je t'expliquerai le moment venu. Dépêchons-nous, il faut vite trouver la sortie qui nous ramène dans notre monde. Je leur explique mes aventures depuis mon arrivée dans cette dimension. Et nous décidons de nous rendre dans la salle avec la grande porte en basalte circulaire. Pendant notre trajet, je leur montre les objets que j'ai récupérés. Lorsque le saumon agile voit le sceptre, ses yeux s'écarquillent. Bon sang, le sceptre de Poséidon, une relique sacrée. Sa présence est phénoménale pour qui sait la manier. On dit que celui qui la possède peut commander aux esprits de l'océan et invoquer la tempête à son bon vouloir. Alors que nous descendons l'escalier en double hélice, l'horloge résonne brusquement, sonnant les 12 coups de minuit. Le poisson au tatouage qui nous accompagne hurle soudainement de douleur, mettant sa nageoire sur ses ouïes, comme si chacun des coups de la vieille pendule était une lame enfoncée dans son poitrail. Il tombe à la renverse, ses vêtements se déchirent sous la pression de son corps, qui se métamorphose en horrible démon aux yeux de braise. Puis il dégaine une épée spectrale barbelée surgissant du sol, tandis qu'une arme impie crachant du feu se matérialise à la place de sa nageoire droite.
La clé, tu m'as roulé, ce n'était pas la bonne. Donne-moi la clé, je la veux. Hurle-t-il. En ce temps-là, j'entraîne avec moi le saumon agile vers l'entrée de la chambre forte. Une fois arrivé, je sors la petite clé d'argent que j'ensserre dans la serrure, puis j'essaye de la tourner, mais sans résultat. Le mécanisme bloque la rotation. Le code, il faut le code pour ouvrir. Le saumon agile, donne-moi le code, vite. Je ne le connais pas, j'en ai aucune idée. Nous répond-il en brandissant le sceptre de Poséidon devant la créature démoniaque à l'entrée de la pièce. Arrête, ne fais pas ça, idiote, tu vas libérer Cerberus, le gardien des portes des mondes. Il va tous nous détruire. Si tu fais ça, donne-moi la clé. Moi seul sais m'en servir. Et quand l'île de démon en se déjetant sur nous, il brandit son épée en ma direction et charge. Arrière, démon, tu vas goûter à la puissance du sceptre de Poséidon. Répond le saumon agile en interceptant sa charge démoniaque et en parant son coup d'épée bariolé avec le sceptre divin qui s'illumine de 1000 décharges électriques aveuglantes. Un terrible corps à corps sans merci commence alors entre les deux protagonistes qui se rendent coup pour coup, mais aucun ne semble l'emporter. Alors que le combat fait rage, je remarque un des tatouages du démon correspond à un signe sur une des roues. Je compte le nombre de tatouages sur son corps, il y en a 12, et ils correspondent chacun à un signe. Bon sang, ça ne peut pas être un hasard. Je tourne chacune des roues pour indiquer les signes correspondants, puis active à nouveau la clé qui tourne cette fois. La grande porte circulaire de basalte noir ouvre alors dans un gigantesque grand monde, tandis que les deux adversaires continuent leur lutte féroce. La tête d'un gigantesque dragon de cristal surgit alors de l'ouverture. Le saumon agile, le démon tatoué recule de terreur devant le gigantesque monstre marin. Mais c'est trop tard. La bête écrase d'une patte le démon, lui brisant son épée en deux, tandis qu'il balaye le saumon agile d'un coup de queue. Celui-ci tombe à la renverse et laisse échapper l'arme divine à terre avant de se faire croquer tout cru et de disparaître dans la gueule du monstre. J'en profite pour passer la porte et contempler l'ombre du dragon. C'est un gigantesque grotte de cristal avec un miroir lumineux tout au fond. C'est sûrement la sortie, je me précipite vers elle, je suis sauvé. Moi, le dragon me repère et un d'Arabie de bombe me rejoint. Je m'arrête pétrifié. Son cou se tend et sa tête s'avance vers moi. Lentement, je recule en puissante. Ce nason vient du mélodement de mes cheveux. Sa peau écrailleuse se met à vibrer dans 1000 couleurs écraies. Tandis que mon pendentif fait de même dans un balai coloré et synchrone. Nos regards se croisent. Je peux voir ses petits yeux verts mordorés qui me scrutent, marquant un temps d'arrêt comme pour savourer son prochain repas. J'ai l'impression d'avoir vu ce regard quelque part, mais où? Pendant ce temps, le démon tatoué à l'agonie se relève et s'empare du sceptre de Poséidon à terre. Des ailes lui poussent soudainement dans le dos, avant de s'envoler vers le dragon dans une ultime charge suicidaire. Attaque-toi aux gens de même niveau. Dit-il en assénant un coup à la nuque par surprise. Des éclairs d'énergie parcourent le corps du dragon qui explose en lumière aveuglante, projetant des milliers d'éclats de cristal dans toutes les directions. J'ouvre les yeux après quelques secondes. Le château commence à vibrer comme le tonnerre. Les pierres tombent du plafond. À la place du terrible dragon se trouve maintenant un petit hippocampe qui se jette sur moi et me pousse vers le miroir de lumière qui pulse d'une lumière blantée scintillante. Je disparais dans le portail de lumière. Je n'ai plus qu'une forme lumineuse. Je tiens entre mes mâchoires mon petit hippocampe qui change de couleur pour briller d'une puissante lumière dorée qui transperce les ténèbres. La lumière rouge démoniaque a enfin disparu. La lumière a remplacé l'obscurité. Nous nous réveillons sains et saufs dans les grottes de cristal qui jouxtent le château de corail. Dimaneuse catamarsouienne. Après avoir été absente une semaine, je prends des nouvelles des derniers événements. J'apprends que le parti conservateur BIF et les petits commerçants sont en conflit depuis des jours, et que de nombreux petits orphelins ont encore rejoint l'orphelinat qui se remplit à vue d'œil. Je décide de rédiger une lettre aux deux représentants des clans respectifs, mais le sommeil me gagne après toutes mes mésaventures et je plonge dans les légendes de Morphée. L'an 5 marsouienne, j'envoie 2 lettres, une pour le monarque mégalodon
pour cousin Tutur, qui est le président du syndicat des Pacous. Cher monarque mégalodon, cher cousin Tutur, je viens d'apprendre que vous êtes en conflit. C'est une situation terrible qui n'apporte que la ruine et la désolation à l'ensemble des habitants de l'océan. Je ne connais pas encore les raisons de ce désaccord ni comment il a commencé, mais je vous conjure de trouver une solution pour établir la paix et la sérénité au plus vite. Pendant que j'écris cette lettre, des poissons innocents sont victimes de terribles violences inutiles et subissent les affres d'un stupide conflit. Des orphelins sont livrés à eux-mêmes et à chaque minute qui passe, leur nombre augmente. Je suis certaine que ce n'est pas ce que vous voulez. La violence n'engendre que la haine et la destruction. Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer mes sincères salutations distinguées. Signé la Murène moqueuse. Mardeuse 6 marsouienne. Ce soir, c'est le grand concert des poissons bourrés avec DJ Darkito au platine. 20h, j'ai acheté 2 places pour Fistouiller moi, mais il est en retard. Je l'attends, mais personne ne vient. 21h, il a osé me poser un poisson à pain, ce gros anchois. Oh, tant pis pour lui, je donne sa place à Damoclès, avec qui je passe une très bonne soirée. À minuit, Fistouille débarque et m'invente une excuse bidon, racontant qu'il était chez ma mère pour réparer sa tuyauterie. Non mais qu'est-ce qu'il est gonflé, hein. Ma mère n'a pas quitté les lacs du Burundi, il devrait le savoir au lieu de trouver une excuse et mauvaise excuse. Je lui fais une scène de ménage avant de partir avec le beau Damoclès, ça lui fera les nageoires. Mercredi 7 marsouienne, j'ai reçu une réponse de chacun des 2 protagonistes qui se renvoient la balle, évidemment. Trop fiers pour s'excuser de quoi que ce soit, encore 2 mâles qui ont des excès d'hormones et qui se contrefichent des conséquences pour la population. Jeudi 8 marsouienne, 4h du matin, la sonnette retentit. Qui peut bien venir à cette heure aussi matinale? J'enfile une robe de nuit, descends les escaliers jusqu'à la porte et l'ouvre. C'est Maître Marteau, le majordome de ma mère. C'est lui qui me surveillait quand j'étais petite, autant dire que je lui en fais voir de toutes les couleurs. Quand il me reconnaît, un large sourire narquois apparaît sur son visage. C'est la reine des murènes électriques, votre mère, qui m'envoie. Sa tension a brutalement monté quand elle a appris votre disparition. Elle a fait sauter la moitié des poissons lumière du Grand Lac Royal et m'a ordonné de vous retrouver au plus vite. Comme au bon vieux temps en fait, mais je constate que vous n'avez rien comme d'habitude. Vous m'avez fait parcourir la moitié de cette planète cette fois. Je crois que c'est votre record. Je vais vous préparer un bon bouillon de varech bleu pour votre petit déjeuner. Vous aurez le loisir de me raconter vos aventures pendant ce temps-là. Midi, le conflit s'éternise. Une foule d'orphelins viennent encore de nous rejoindre. Leurs parents étaient victimes de nouveaux mercenaires engagés par les belligérants, équipés sans vergogne les fonds marins. Oh, que puis-je faire face à tant de cruauté? J'ai bien essayé de les raisonner, mais sans succès. Ils pensent que tout seul, la violence viendra à bout de leur ennemi. Quel malheur! Les victimes défilent maintenant sans discontinuer dans la trop petite infirmerie. Des jeunes poissons et crustacés sont estropiés, certains ont les yeux crevés ou des membres amputés. 21h, les couloirs sont remplis de pleurs d'enfants qui ont perdu leurs parents et de gémissements de ceux qui ont survécu après les maigres soins que nous avons pu leur apporter. Oh, mon cœur s'emplit de tristesse devant tant de détresse. Je n'en peux plus, des larmes sortent de mes yeux et ma gorge se serre. Je me rends vite dans la chapelle du château et prie les dieux que ce cauchemar s'arrête au plus vite. Maintenant seul, j'éclate en sanglots, et Poète à mes côtés, il essaye de m'en consoler en léchant le flot de larmes qui coule de mon visage. Il saisit brusquement mon pendentif entre ses dents tout en changeant de couleur avant de partir à l'extérieur. Il manquait plus que ça. À me le ici même. Je nage derrière lui en le sommant de revenir et de me rendre mon collier. Mais rien n'y fait. Il s'enfuit à toute nageoire de la propriété. Je poursuis ce vilain chapardeur qui joue à cache-cache avec moi durant de longues heures. 23 heures, je rattrape finalement Hippo et je lui remets le pendentif. Il est tranquillement assis devant la vieille église en ruine que commence à reconstruire l'évangéliste de Poséidon. Ancienne enceinte du Panthéon des dieux, un site sacré, j'y jouais des fois quand j'étais petite. Mais les échafaudages sont renversés, le début de toiture en réparation s'est effondré, tout le matériel a été pillé.
J'entends des bruits de dispute, je m'approche discrètement et surprends le sumo agile sermonnant Yaya R2D2. Tout ça, c'est votre faute. Tout est détruit maintenant. Je n'ai plus qu'à faire mes valises et à repartir en Islande. La colère des dieux est sur nous. Se lamente le sumo agile. Tais-toi, curé d'eau douce. Fiche-nous la paix et déguerpis. C'est pas nous, c'est les autres. C'est les dommages collatéraux. De toute façon, personne vient plus depuis longtemps ici. Et surtout pas pour entendre sermonner des paroles débiles sur des dieux inexistants. On va s'installer ici et attendre que nos ennemis reviennent pour leur tendre une embuscade. Répondent en chœur les deux spadassins. Oh quelle cruauté, oh quelle indifférence, quel manque de respect envers un ecclésiastique. Mon sang ne fait qu'un tour, je surgis comme une furie. Oh dégagez, bande de poissons avariés, vous êtes dans une enceinte sacrée ici. Vos ennemis arrivent, ils sont une bonne dizaine, ils vont faire la poufissa. Les deux compères se regardent et décident de déguerpir discrètement pour chercher des renforts, tandis que le prêtre se retire en se lamentant. Je me retrouve seul tandis qu'Hippo s'aventure dans les ruines de l'ancienne église. Je le suis pour le récupérer et repartir au château. Cette soirée n'a que trop duré.